Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui du débrief, il y en aura puisque nous passerons à la loupe ce RC Lens Grand Cru qui a obtenu son 7e, 8e et 9e point de la saison face à Bordeaux samedi à Bollaert. Et quand je fais des jeux de mots, je veux que Greg l'allemand me les valide, c'est un peu particulier. Et pour parler de tout ça ce soir à mes côtés, il est community manager et membre du bureau de Lens Capital, c'est Benjamin Mestage. Bonsoir Benjamin. J'ai appelé Benjamin déjà aujourd'hui. Benjamin, et je n'ai rien bu, sachez-le. Il est récurrent ici à tel point que nous songeons à faire graver un siège à son nom. Il est la caution journaliste de l'émission, c'est Grégory Lallemand de la Voix du Nord. Bonsoir Grégory. Salut tout le monde. Et Grégory qui ce soir ne sera pas le seul à porter l'étiquette de journaliste. Et il sera très bien accompagné puisqu'avec nous, vous entendez probablement sa voix pour parler de notre cher RC Lens sur la radio la plus écoutée de France. C'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Salut Thomas, bonsoir à tous. Bienvenue Samuel dans Culture Sang et Or. Et enfin c'est notre invité ce soir, il est directeur d'agence ID Verdé et est donc en charge de la pelouse du stade Bollaert de Lellis et de plein d'autres choses, on verra ça. C'est Armel Bever. Bonsoir Armel. Bonsoir à tous. C'est Armel Bever, je prononce bien. Bever. Armel que nous interviewerons en deuxième partie d'émission et qui nous éclairera sur son métier, mais aussi sur les liens étroits qu'il entretient avec l'équipe de France. Voilà, je fais un petit teasing, voilà. Mais voilà, nous ne ferons pas que ça dans l'émission puisque comme je l'ai dit, nous reviendrons sur la victoire du RC Lens face à Bordeaux. Nous ferons le déjà culte quiz Culture Sang et Or et après l'interview de Armel Bever, nous nous projetterons sur la chasse au croco qui nous attend ce dimanche à 15h en terre nîmoise. Allez, je pense qu'il est venu le temps de siffler la première mi-temps. Voilà, les semaines se suivent et se ressemblent pour le RC Lens et j'avoue que, bon voilà, pour une fois on s'en satisfait et personne ne va s'en plaindre. 3e victoire de rang pour notre RCL version 2020-2021, 2-1 face à Bordeaux. Messieurs, ma première question sera simple. Sur ce Lens Bordeaux, au-delà de la victoire, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Samuel, peut-être pour commencer. Je vais retenir l'avalanche d'occasion. Je vais retenir l'avalanche d'occasion parce que ça a été un match abouti. Alors je ne vais pas dire de part en part, mais au moins sur les 75-80 premières minutes, avec un RC Lens qui a largement dominé son adversaire, pratiquement dans tous les secteurs du jeu, sauf les coups de pied arrêtés. On pourra en reparler, notamment les coups de pied arrêtés défensifs, où où l'équipe a été mise en difficulté. Mais sinon, quel plaisir! Quel plaisir de voir cette équipe attaquer dans l'axe, à gauche, à droite, capacité de se projeter très rapidement, vraiment un plaisir énorme. Et on va parler aussi des coups de pied arrêtés offensifs, Je ferai un petit point là-dessus qui sont pour moi bien tirés mais peut-être mal réceptionnés. Greg, qu'est-ce que tu retiens de ce match? À peu près la même chose que Samuel, donc ça va pas être facile, mais en vrai... presque une sorte d'hallucination collective générale, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu 3 matchs aussi aboutis d'affilée au RC Lens. Moi, il me faut 10 minutes par réveil pour m'en remettre en ce moment. Non, c'est vrai qu'on a vu tellement de purges, tellement de matchs pourris depuis 10 ou 12 ans dans ce stade que c'était presque surréaliste de voir autant d'actions, de mouvements, comme l'a dit Sam, la variété, il a raison aussi là-dessus, c'est-à-dire que il y a la frappe de loin de Sotoka, il y a des débordements à gauche, il y a des débordements à droite. Effectivement, le bémol, c'est les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, parce que c'est encore un axe de progression, hormis Medina qui a été un peu qui a décroisé une tête, mais ça manque peut-être de présence, ou en tout cas de timing entre le tireur et les réceptionneurs. Mais alors qu'on a un vrai tireur de coups francs cette année au RC Lens, qu'on n'a pas eu tous les ans. Non, mais la patte de Gaël Kakuta, enfin moi je le dis, ça fait 4 émissions que je le dis, mais au-delà encore une fois de ses qualités de dribble, la passe qu'il donne à Ganago en début de match, l'appel de Ganago est exceptionnel, mais lui en une touche, il trouve la trajectoire parfaite pour le mettre sur orbite. C'est assez incroyable d'avoir un pied comme ça. Il a loupé qu'une chose, Gaël Kakuta, dans ce match, c'est ce face-à-face en tout début de match. Le reste, ça a été du caviar, du velours. Donc compliqué dans cette émission aujourd'hui d'être négatif sur ce match, c'est juste impossible. Par contre, il y a quand même du bémol. Il y a du bémol et on va en parler, bien sûr. Armel, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match? J'hallucine un peu parce que depuis autant d'années qu'on galère en Ligue 2, aujourd'hui ça fait 4 matchs parce que même le match de Nice, pour moi, si on vendange pas les occasions en première mi-temps, et notamment l'occasion du 2-0, je pense qu'on gagne ce match carrément, donc on serait aujourd'hui en tête de la Ligue 1. C'est plus logique de vendanger face à Bordeaux que face à Nice. Je veux juste finir là-dessus pour les jeux de mots et là j'arrête. C'était le 3e de l'émission. Mais pour revenir, j'hallucine un peu, je suis très fier parce que avec tous les matchs, comme l'a dit
mon prédécesseur, avec toutes les purges qu'on a pu voir en Ligue 2, aujourd'hui on voit du jeu et en plus on gagne, on se crée des occasions. Ouais. Alors on prend toujours un but, mais si on en met toujours un de plus que l'adversaire, ça va bien se passer. Hein. Alors, on est en train de se demander si ça joue comme ça toute l'année, est-ce qu'on va pas finir européen quoi. Bah, on en est presque là. Il y a Greg qui dodeline un peu sur l'histoire. Moi je dodeline toujours. Oui, c'est vrai que t'es Je suis toujours très dodelinant. à dodeliner. Benjamin, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Surtout depuis le début de la saison, je pense que c'est l'état d'esprit Mm. au niveau de l'équipe où ça harcèle souvent les défenses. On est sur une vraie stratégie de pressing. Voilà. Qui est- ouais. Et comme disait, je crois, Francaise, on va pas mettre le bus. Mm. Et tant mieux parce que c'est agréable pour nous. Et en plus de ça, quand on a le résultat qui va avec, c'est parfait. Petit bémol, c'était à Nice. Malgré qu'on se fasse pas forcément dominer, on arrive à le Avec perdre. 0 points. On Ouais. le perd ce match. Et alors, pour revenir de Bordeaux, c'est vrai que Sotoka, notamment, je trouve que l'état d'esprit collectif se voit sur la frappe à 20 mètres. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait frappé comme ça l'année passée. Non, moi non plus, ouais. Et on voit qu'il est bien psychologiquement et il tente les gestes qu'il tentait pas forcément l'année passée. Et on parlera de ne pas mettre le bus parce qu'on est sur un système de jeu où il y a vraiment deux versions possibles de ce système de jeu. Et en Ligue 1, on le voit dans plusieurs équipes, ce système de jeu à 5 défenseurs derrière. Lens a visiblement pris le parti de le faire de la manière la plus offensive qui soit. Je vais tout de suite commencer par un fait de jeu, car on gagne ce match 2-1, on dominait largement et on a obtenu un penalty. Un penalty que la presse et les médias ont qualifié de litigieux, les commentateurs du match à ce moment-là. Pour vous, y avait-il penalty? Greg? Non, pour moi, c'est un peu le VAR, encore une fois, qui est... Alors c'est gênant, déjà, il y a pas la décision ne tombe pas tout de suite, ce qui est assez hallucinant, parce que voilà, il y a un léger contact, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, au 10e ralenti, vous allez voir forcément, à un moment donné, un joueur qui touche l'autre dans la surface, donc penalty. Pour moi, Ganago, qui a fait un match vraiment d'un très très bon niveau, il va croquer des occasions, Ganago, mais il va en mettre beaucoup aussi, parce qu'il est généreux, parce qu'il se bat, parce qu'en plus, techniquement, il n'est pas aussi... frustre qu'on peut le penser, en tout cas il est beaucoup plus technique, on l'a vu à Lorient notamment sur son but, l'enchaînement est magnifique, mais sur cette action véritablement non, franchement le centre est très bon de Jonathan Klaus, mais Ganago il doit attaquer son ballon et là il l'évite un peu comme il l'avait fait en première mi-temps, même si voilà, il était beaucoup plus esselé, et pour moi Paul Bess passe devant, met le ballon en corner pour moi, et franchement en plus ça fait penalty, ça fait deuxième jaune, ça fait carton rouge. Le match il est j'allais dire mort à ce moment-là, on a vu jusqu'au bout qu'il fallait rester quand même attentif, mais en vrai non, pour moi c'est très sévère, voire un peu généreux, franchement. Samuel, tu partages? Je ne sais pas. En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a peut-être 5, 6, peut-être même 7 Lensois qui ont réclamé le penalty quand Ganago s'est écroulé. Alors, sur le moment, je me suis dit qu'il y avait certainement penalty parce qu'en fait, c'est quand même assez rare d'avoir autant de joueurs qui réclament une faute, en fait, même si c'est évidemment dans la surface. Et après, bon, moi j'ai tendance à être un peu légaliste et à faire confiance à l'arbitre. Il a pris tout son temps pour vérifier qu'il y avait bien faute. Alors, souvent, je dis, voilà, petite faute, c'est quand même une faute. Donc là, s'il y a une micro-faute et que le joueur est déséquilibré, c'est penalty. Ouais, mais Samuel, moi je reviens juste, alors, par contre, pour aller dans ton sens, ce qui est vrai, c'est que quand le penalty sifflé, Paul Bess, on voit bien qu'il regarde Benoît Costil et qu'il lui dit ouais, voilà, donc peut-être qu'il sent qu'il l'a touché. Aussi vrai qu'il n'y a pas non plus une énorme scandale du côté bordelais, donc il doit sentir s'il se passe quelque chose. Moi je trouve vraiment qu'entre le fait qu'on puisse plus même toucher les défenseurs, ils doivent défendre aujourd'hui les mains dans le dos, surtout pas toucher un attaquant. Ça devient franchement très très compliqué. Aujourd'hui, vraiment, il faut défendre comme fait le RC Lens, c'est-à-dire défendre en avançant pour éviter dans sa surface et de commettre n'importe quel contact. Moi, franchement, ça me semble très sévère. Même si, bon, c'est pas un scandale évidemment, mais toute cette attente pour finalement arriver à ça, moi je pense qu'à vitesse réelle, soit il siffle penalty, soit il siffle pas penalty, mais on perd cette donnée de l'instant T, de ce jugement à l'instant T, et ça me gêne beaucoup. Voilà. C'est vrai que la surface de réparation, c'est un peu devenu la zone de tous les dangers maintenant. Benjamin, est-ce que pour toi il y avait penalty? Visiblement il touche, et moi j'ai plus le sentiment que Paul Bess, justement, quand il prend le rouge, n'est pas forcément choqué. On a l'impression qu'il accepte le deuxième jaune et finalement il quitte le terrain, alors qu'en les joueurs temps s'habituent normal... peut-être à la VAR maintenant. Ouais, peut-être, mais c'est vrai qu'en temps normal, quand tu prends un rouge, tu vas à la rencontre de cette décision, et là il prend le deuxième et il quitte le terrain. Et je pense que le plus choqué finalement, c'est Silla qui semble bouche bée à côté, hyper choqué de la décision, alors que Paul Bess le prend et sort. Alors qu'en temps normal, c'est vrai que ça discute, et là, il a quitté le terrain tranquillement. Magnifique photo d'ailleurs sur le site officiel de Silla.
Là, ce joueur, enfin, on pourra peut-être en parler, c'est mon chouchou. Ouais. Il est extrêmement expressif enfin, du coup, pour les preneurs d'images, c'est très facile d'avoir des images, des visages très expressifs avec lui. Et notamment là sur le carton rouge, il est vraiment bouche bée en fait, c'est même poignant. Après, Isiaga Silla, il n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis longtemps avec Toulouse, donc on sûr. sent qu'il est très expressif en ce moment. C'est plus que Parce ça. qu'en Mais bien sûr, il se rend il y a une compte forme de que fraîcheur. En fait, qu'il est possible de gagner des matchs de foot en fait. On l'a vu, on le voit sur la vidéo aussi, visible sur le site officiel du RC Lens de la joie où il est debout sur les tables. Il est très extraverti, ça fait Il plaisir. est très impressionnant physiquement aussi comme Ganago, c'est quand même de beaux bébés. Mais ouais, il est. Moi, mon photographe qui était là, notre photographe à la Voix du Nord qui était là samedi, me dit c'est pour les preneurs d'images, c'est des mecs qui sont vraiment intéressants. Voilà. Elle fait buzz sur Twitter. Hein. Ouais, la photo marche bien. Mais il n'avait pas pris de points depuis mars, je crois, Silla, dans sa vie, je pense. Donc ça fait tout drôle. Mars de cette année. Hein. Non, 2011, je crois, avec Toulouse. Toulouse qui n'a toujours pas gagné d'ailleurs. Qui n'a toujours pas gagné en Ligue 2. Armel, pour toi, il y avait penalty? Moi je pense que oui, ça me fait un peu penser, alors c'est pas dans la même zone de la surface de réparation, de l'histoire de Ravanelli avec Marseille PSG, où il se fait un croc en jambe lui-même, mais il se fait un peu toucher avant, donc là je pense que les deux joueurs partent pas dans la même direction, c'est-à-dire que Ganago il part vers le but et Baïs il part plutôt latéralement. Et je pense qu'il l'accroche un peu. Alors peut-être qu'il en rajoute un peu, je sais pas. Mais moi je pense pas qu'il en rajoute. Je pense qu'il tombe alors, naturellement. Moi, je suis plus surpris de double sanction. Je trouve ça un peu sévère. Il n'y a pas de double sanction. Aux yeux du règlement, c'est le dernier défenseur. Annulation d'action de but. C'est très sévère. D'où la tête de Silla sur la raison. Pour rappeler la règle en Ligue 1, quand un arbitre siffle un penalty, il y a forcément obligation de mettre carton jaune sur le défenseur fautif, le joueur fautif. Et là, en l'occurrence, donc Paul Bess avait déjà eu un carton jaune dans le match, et c'est vrai que... D'ailleurs, un premier carton jaune qui était pareil, très limite, parce que pour le coup, l'arbitre, il a dégainé rapidement, et il s'est retrouvé un peu prisonnier pour moi de sa politique de départ. Il met tout de suite aussi un carton à Steven Fortes, et après, c'est l'escalade, et on en vient à cette expulsion. Steven Fortes, c'était déjà sa deuxième faute, oui, peut-être, mais je trouve que il a manqué pour moi de pédagogie dans un match qui n'était pas du tout, au contraire, qui était très agréable, où il y avait de l'espace, il y avait très peu de fautes, de grosses fautes, et du coup on arrive à cette expulsion aussi de Paul Bess qui pour moi c'est très compliqué au savoir l'arbitrage français bien où sûr. Il en est, parce que là s'il fait preuve de psychologie, on n'expulse pas un joueur comme Paul Bess qui n'était pas du tout dangereux pour ce match, et en même temps il est obligé légalement, on va dire, donc c'est tant mieux pour nous quelque part, mais je pense qu'on n'avait pas besoin de ça pour gagner. Les tops de ce match, votez pour vos tops aujourd'hui. Armel, pour toi, qui est le joueur top ou les joueurs top de ce match? Pour moi, Kakuta, parce qu'il dynamite complètement le jeu. C'est-à-dire que par rapport à la tactique qui est employée, aussitôt qu'il touche le ballon, c'est toujours un contrôle vers l'avant et une accélération. Il franchit des lignes, il fait progresser l'équipe et il permet à l'équipe de jouer haut. Parce que si on n'avait pas Kakuta, on va devoir remonter sur les ailes avec un jeu en triangle. Lui, ça dynamite, quoi. Il faut croiser les doigts qu'il ne se blesse pas, qu'il ne soit pas suspendu. Parce que c'est lui, c'est le cadre de l'équipe pour moi. Moi, je l'avais vu à Amiens, parce que j'entretiens aussi la pelouse d'Amiens. C'était pareil, quoi. Si le jour où il n'est pas bon, l'équipe n'avançait pas. Pour l'instant, c'est lui le joueur pour moi. Ce sera un petit peu dans mon instant chipotage, cette Kakuta dépendance, et les commentateurs mettaient en avant lors du match, comme depuis le début de saison, le fait que Lens ait un vrai numéro 10, et je suis allé chercher dans toutes les équipes de Ligue 1, je trouve pas de pendant à Kakuta ailleurs, et je trouve ça assez étonnant, c'est mieux. Juste avant de revenir sur Kakuta et sur les joueurs du match, c'est vrai qu'en plus, historiquement, Lens, c'est un club qui marche bien quand il y a un bon numéro 10, quand il y a un grand numéro 10, avec, on parlait de pas de gauche, donc ça a commencé même avant, j'allais dire Fred Mérieux, mais ça a commencé avant Mérieux avec Vercuis et d'autres. Mais voilà, Mérieux, après il y a eu Ziani, Pedron, Sivierski, ça a toujours été des bons numéros 10, et ce sont des périodes qui coïncident avec un RC Lens en haut de tableau en Ligue 1. Bon, évidemment, j'ai envie de dire Kakuta, mais je vais changer, et puis je vais laisser les autres joueurs à Greg et Benjamin. Je dirais plutôt Ganago. Moi, je suis absolument bluffé par ce joueur depuis le début de saison. Moi, je me souviens, on l'avait vu avec Greg sur le match de Gand en préparation, où il nous avait déjà fait une forte impression par sa vitesse, son explosivité, mais on l'avait trouvé justement un petit peu maladroit. Mais là, en fait, moi, je le trouve même très technique, avec cette capacité à éliminer un joueur dans des petits espaces. Un crochet dévastateur, derrière il peut accélérer. Alors je suis d'accord avec Greg, je pense qu'il va beaucoup croquer, mais il va beaucoup croquer parce qu'en fait il est en capacité de se procurer quasiment seul des occasions, et je pense que c'est un joueur qui est extrêmement prometteur.
Et on peut dire qu'il a l'œil, parce que clairement, le but qu'il met contre Paris et le but qu'il met contre Bordeaux, tous les attaquants ne font pas cet effort d'anticiper. Et cet effort d'anticipation a été très payant pour Ganago. Alors juste, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Alors, donc les deux cas, ce sont des mauvaises passes des défenseurs ou du gardien. Alors, ok, mauvaise passe, mais je pense que dans les deux cas, les joueurs, donc le gardien du PSG et Oudin là pour Bordeaux, en fait ne se disent pas ce gars est en capacité de récupérer le ballon, mais en fait ils sont surpris par son explosivité. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et moi je voulais juste revenir, parce que Sam a tout à fait raison. On revoyait l'action et revoyait la course de Ganago, d'où il part. C'est hallucinant. Et donc quand je parlais de technique tout à l'heure, parce qu'on a l'impression que ce but au final il a plus qu'à la pousser, mais en vrai il y a quand même 20 mètres de vrai sprint avec un changement d'orientation pour aller chercher ce ballon. Il touche le ballon devant Costil et derrière il a la lucidité de prendre son temps, alors que l'angle il n'est pas impossible pour un joueur professionnel, mais il n'est pas si simple de prendre son temps après avoir fait une telle course. Et ce qui prouve bien que même si oui, il a loupé une occasion à 3 mètres du but, oui, il en a loupé une à Nice, on peut tout faire, on peut refaire tout. Mais moi, vraiment, Ignatius Ganago, c'est pas qu'un joueur puissant et généreux, il a aussi quelque chose dans les deux pieds, voilà. Et puis il faut voir, nous on voit des ralentis, mais en regardant les ralentis, ce qu'on peut voir, c'est que les deux joueurs bordelais sont très très loin encore de Ganago au moment où Ganago marque. Donc ça veut bien dire aussi une certaine forme d'explosivité. Ton top pour ce match, Kakuta. Alors qu'à la base je suis pas forcément friand de ce profil de joueur, dans le sens où un club tous les saisons, j'étais vraiment très très réticent, j'avais une grosse attente envers lui, et pour le coup il se positionne très bien entre les lignes. On voit sur plusieurs pages, je crois c'est Badé ou KU, il met entre les lignes. Alors il faut la qualité technique pour mettre la bonne passe, mais aussi il faut que le joueur se positionne au bon endroit, et dès qu'il touche le ballon, comme disait tout à l'heure, il se retourne et il efface le jeu, et c'est tranchant, c'est direct. Et c'est vrai que Ganago, on pourrait le mettre exactement dans ce profil de joueur très entendu cette année, parce qu'il y a 6 millions je crois sur lui. Personne ne le connaît. Entre 5 et 6 millions, parce que c'est vrai que voilà, il faut... On voit les stats à Nice, je pense que ça a fait rêver personne dans un premier temps. Donc très réticent aussi, et finalement on voit que la paire Ganago-Kakuta arrive parfaitement à se trouver, les passes sont belles. Alors effectivement il va vendanger, hein, mais parce que s'il vendangeait pas, il serait pas au RC Lens, que les choses soient claires. S'il se procurait 4 ou 5 occasions à chaque fois, voilà, faut dire les choses comme elles sont. C'est clair. Mais sur le but, on voit très bien là encore une fois l'état d'esprit du joueur, ou des joueurs en tout cas recrutés par le bord depuis quelques années maintenant. Quel dommage d'avoir des matchs pareils avec 5000 personnes. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas vu un jeu comme ça depuis des années, on est tous d'accord pour se le dire. Mais si on avait eu 40 000 personnes dans le stade avec un jeu comme on est en train de développer et ça serait de la folie. Ça serait un truc de fou. Ce serait mieux que pendant le titre. Il faut être patient. Mais c'est vrai que Ganago, on voit l'état d'esprit du joueur où effectivement le ballon il doit être à 6 mètres, 7 mètres. Il y va, il y croit, il pousse à la fois les deux défenseurs, parce que finalement à un moment ils arrivent limite à se rejoindre. Et la passe en retrait n'est pas bonne, mais voilà, il se le crée tout seul, et derrière elle n'est pas évidente à mettre non plus. Le contrôle, je pense que l'angle est assez fermé quand même, il est un peu sur le côté. Il prend son temps, il a vraiment une lucidité après la lucidité après la course. Voilà. Et ne pas vendanger, c'est la race des seigneurs. Hein. Faites attention à tout ce qui se passe en Ligue 1. Je pense à notre voisin lillois qui a peut-être 2 attaquants qui ont un tout autre CV. Pour ceux qui ont vu le match Lille-Marseille hier, ça vendange aussi, ça vendange un peu partout. Greg, pourquoi tu t'audelines encore ? Non, parce que hier, c'est vrai que ça a vendangé côté lillois, mais franchement la puissance de feu dans le cœur du jeu de cette équipe du LOSC, voilà, c'est quand même costaud, et je pense que si Jonathan David et Yilmaz se retrouvent rapidement, ça peut marcher. Le problème, c'est que tous les groupes sont et ce qui prouve bien que le RC Lens est vraiment dans une très très bonne phase et a réussi son début de saison, c'est que tout le monde est dans une phase d'adaptation. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans tous les clubs, et là aujourd'hui au RC Lens, et notamment samedi, on a vu des automatismes, des 1-2. Medina, à un moment, il fait un 1-2 avec Kakuta qui amène la première occasion que Ganago que Costil sort sur sa ligne. C'est incroyable de fluidité pour un groupe, je rappelle, où il y a quand même beaucoup de nouveaux. Voilà. Alors, pour revenir à Ganago, et après je donnerai mon top. Pour revenir à Ganago, j'entendais les stats de Ganago, ça fait pas rêver, machin. Un mec qui a fait 50 matchs en Ligue 1, même en début de match, à 21 ans. Pas mal, hein. Le problème, c'est que les attaquants, on le regarde que sur la colonne but. Voilà, on va regarder la colonne but. Il n'a pas joué beaucoup de matchs non plus entiers. Mais quand on joue dans un club comme Nice, qu'on arrive à avoir du temps de jeu dans un club comme Nice, qui je rappelle est quand même depuis 4-5 ans un club très très costaud du championnat de France. Top 10 quoi. Bah ouais, le RC Lens joue le maintien. Ouais. Je pense que tout le monde a focalisé sur ce prix.
Je rappelle que Garbage, on voit où est Lorient, ça veut pas dire que Lorient sera pas devant Lens à la fin. Mais bon, alors tout le monde s'enflammait, ils ont pris Garbage, machin. Bon, en ce moment, c'est quand même un peu plus compliqué pour eux. Ganago, c'est 5 à 6 millions, c'est la Ligue 1. Et ouais, c'est la Ligue 1, c'est des prix de Ligue 1 aussi. Et c'est quelqu'un qui a 50 matchs de Ligue 1 à 21 ans. Et peut-être qu'il va aujourd'hui exploser ici, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je trouvais vraiment qu'il y avait vraiment une sorte de délit, pas délit, mais simplement le regarder juste sous le prisme de il a coûté cher et il a fait ça. Donc il faut aussi savoir donner la chance aux gens et pour l'instant, il a saisi lui. Pour revenir à mon top, si c'était la question, moi je vais dire Steven Fortes. Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, non, mais pourquoi ? Parce que moi, Steven Fortes, oui, il a loupé son premier quart d'heure. Oui, il était hésitant. Oui, il était probablement nerveux. C'est quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 6 mois. Mais c'est quelqu'un qui continue à se battre à l'entraînement. C'est pas facile parce que les 3 devant, que ce soit Medina, Grady ou Badé, ils sont quand même costauds. Ça va être dur à déloger. Je pense qu'il en a conscience. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Steven Fortes en début de saison. Il était très conscient et lucide par rapport à sa saison dernière. Et à la fin de saison dernière, il disait, moi, les dirigeants, ils m'ont dit, tu restes, mais il va falloir que tu gagnes ta place, on te promet rien. Lui, il disait, si je fais des matchs comme l'année dernière, il est évident que j'aurai 0 temps de jeu. Donc oui, c'était pas facile pour lui. L'équipe, elle tourne bien, il arrive, il sait qu'il est regardé. Il y a aussi Bollard qui a ce regard sur lui, qui est un peu plus posé sur lui, parce qu'il a cristallisé un peu la fin de saison dernière, un peu difficile, comme s'il n'y avait que lui qui s'était loupé d'ailleurs. Ça a été évidemment un joueur qui a fait des mauvaises prestations, qui n'a pas été bon, mais il n'a pas été seul. Et là, j'ai l'impression que chaque fois qu'il touche le ballon, j'ai l'impression que Bollard s'attend à ce qu'il fasse une boulette. Et donc, il doit le ressentir, ça doit pas être facile. Et là, malgré un début de match plutôt hésitant, après, il s'est hissé au niveau tranquillement. Évidemment qu'il a d'autres caractéristiques que Badé. Il est peut-être moins fort que Badé. Mais je pense que des joueurs comme ça, si vous arrivez à les garder dans le projet, ils seront peut-être intéressants à un moment donné dans la saison. Je rappelle que Fortes, c'est aussi quelqu'un qui a fait des bons matchs au RC Lens, notamment dans les barrages où il avait été très costaud. Il a été blessé après les barrages, ça a été peut-être compliqué pour lui, mais je trouve vraiment, alors je le mets en top parce que sinon on aurait mis toute l'équipe en top, mais je trouve que c'est important aussi de dire que ces joueurs-là, ils sont dans le projet, ils se battent pour amener leur pierre à l'édifice. Et on peut mettre en avant peut-être sa prestation en tant que défenseur central d'une défense à 3, où sa communication avec les autres a été très bonne tout au long du match. Mais moi je l'avais vu contre Charleroi, le match amical, où il a joué, je dirais, 60 minutes, comme les autres. En vrai, Steven Fortes, il a croqué son attaquant ce jour-là, qui était une équipe de Belges qui marchait bien. Voilà, donc il faut. Est-ce qu'il avait joué libéraux quelque part, défenseur central, au milieu du trio? Je crois que oui, alors à vérifier, mais parce qu'ils avaient un peu changé justement le système pendant cette. Parce qu'en fait, effectivement, il a cette caractéristique de pouvoir jouer aux 3 postes de la défense. C'est-à-dire qu'il peut jouer stopper droit, stopper gauche. C'est pas trop, c'est vrai. On va dire libéraux. À titre perso, je préfère quand même quand il n'est pas en position de libéraux. Parce que tu disais qu'effectivement, il cristallisait une forme de tension et que Bollard le ressentait. Je pense que si Bollard le ressent, c'est aussi parce que c'est pas l'assurance tout risque. Je le préfère dans le duel, dans le 1 contre 1 avec l'attaquant, plutôt que comme en fait dernier rempart ou premier relanceur. Mais voilà, après évidemment, c'était soit lui soit Diallo. Donc mais c'est cette question de la lenteur du libéraux aussi qui peut être. C'est vrai qu'il paraît parfois un peu lent, ce qui est un peu vrai pour Diallo aussi, d'ailleurs, qui est quelqu'un qui est à peu près même dans le même registre. Évidemment que Lens jouait très haut, et donc ça, pour moi, ça pouvait être encore plus, je vais dire, casse-gueule pour lui, parce qu'il y avait énormément de place dans son dos pendant 70 minutes. Il y avait quasiment 50 mètres entre lui et les cas parce qu'il jouait très haut. Et pourtant, même si évidemment les Bordelais ils étaient à partir de la 20e, ils ont complètement disparu de la circulation, il fallait rester vigilant parce qu'il y avait quand même en face des gens qui pouvaient aller vite. Et moi, je l'ai trouvé dans le replacement, il n'a pas pris de risque. Évidemment, parce qu'il est peut-être encore aussi dans sa tête les ballons perdus à Châteauroux l'année dernière. Il a perdu des ballons importants contre Caen, il n'avait pas été bon. Je pense qu'il n'a pas pris de risque dans ses passes. Il a aussi joué des fois en retrait, mais il le fallait. Moi, je l'ai trouvé très sécurisant à partir de la 15e minute, même si, oui, ça a été compliqué au début. Et si, encore une fois, si vous gardez ces joueurs-là dans le projet, vous avez vraiment 20 joueurs concernés, c'est un plus quand même dans une saison. Allez, je ne vais pas vous faire l'injure de faire des flops aujourd'hui, à moins que vous ayez des flops à mettre en avant. Ah, Greg, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des flops aujourd'hui pour ce match Lens-Bordeaux? Je rappelle, gagné 2-1. Je vais peut-être commencer par Armel. Franchement, j'en vois pas trop. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, le flop, c'est les 5000 supporters. Parce que ça ennuie tout le monde. Bon, c'est difficile même avec ce qui se passe. On peut faire un point, il y a eu de l'ambiance. Complètement. On n'était pas étonné quand la Marek mettait l'ambiance contre Paris, mais il y a eu de l'ambiance, il y a eu du son.
Alors le flop, non, c'est peut-être Fofana qui rentre et qui tape une accélération et qui se refait un peu mal. Ouais. Donc voilà, si on peut appeler ça un flop, maintenant je pense que ce joueur a de la qualité et il va apporter beaucoup, mais il faut qu'il soit en forme. Donc s'il y a un petit bémol, c'est celui-là, quoi. Samuel. Steven Fortes, évidemment. Évidemment, Steven Samuel. Fortes, j'allais dire évidemment. Oui, C'est la guerre des médias. J'entends parfaitement ce que dit Greg. Mais en fait, alors, et puis évidemment, très difficile pour lui de revenir, et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, etc. Il n'empêche, pour moi, en fait, on évalue un défenseur central à sa capacité ou non à faire des fautes. C'est-à-dire, en fait, un défenseur central, comme on peut juger un attaquant de pointe à sa capacité à marquer des buts, pour moi, un défenseur central, c'est quelqu'un qui a cette capacité à ne jamais, on va dire, provoquer d'action pour l'adversaire. Et je trouve qu'il a eu 20 premières minutes très compliquées. Moi, il y a compté 10 journalistique, mais pour ne rien vous cacher, j'étais plus pour Lens que pour Bordeaux, et à chaque fois qu'il touchait le ballon, voilà, je flippais. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'à sa décharge, effectivement, il a commis 2 fautes, et les 2 fautes ont donné des coups francs qui ont été dangereux pour les Girondins. Alors, évidemment, il peut pas être sur tous les attaquants girondins en même temps. Il n'empêche que, du coup, on se dit, voilà, les actions girondines ont pour origine une faute de Steven Fortes qui a été en fait dépassée par son vis-à-vis, notamment une fois. Je suis désolé de le dire, par Jimmy Briand, qui était vraiment, enfin, qui me semble être, on va dire, en dessous du niveau moyen des attaquants de Ligue 1. Je me suis dit, ouais, ça va être très compliqué. Et effectivement, je suis d'accord, après, ça a été un petit peu mieux. Mais je pense que si ça a été un petit peu mieux, c'est parce que la puissance offensive des Girondins était très très faible. Voix du Nord RTL, le clash. Ah, c'est le clash en direct, là, je crois que. D'assister. Benjamin, est-ce que tu as un flop, Juste toi? avant de laisser la parole à Benjamin, j'ai beaucoup aimé Steven Fortes quand, notamment non pas la saison dernière, mais la saison précédente. Je trouvais que c'était un rock défensif. Donc ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Ça veut dire qu'il faut peut-être lui laisser du temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Et il est probablement dans le bon groupe vu que le groupe a l'air de très bien vivre. Benjamin. Steven Fortes. C'était le premier, je pense, au barrage où c'était le premier que tu mettais sur ta feuille de match. Je pense que tout le monde le disait titulaire, Fortes, c'était indéniable. Et c'est vrai que je pense depuis le choc où c'était ouvert, je crois que c'était à 3, non? C'était face à Dijon. Le dernier match contre Dijon. Et d'un coup, on a l'impression que c'est un peu brisé psychologiquement. Pourtant, ça reste un joueur avec un très très bon état d'esprit parce qu'il me semble que pendant le confinement, il a mis les bouchées doubles pour gagner aussi sa place ou regagner. On l'a vu différent physiquement. Après, le football, ça va très vite. Alors, c'est sûr qu'il fasse 1 ou 2 matchs en confiance, et puis ça va vite revenir. Mais c'est vrai qu'on sent une certaine fébrilité, et peut-être, comme disait Greg, dans les tribunes, où on sent peut-être quand ça doit pas être facile. Il y a la balle, on n'est pas serein, et peut-être qu'il le ressent. C'est même peut-être fort probable. Après, on fait pas le championnat à 11. C'est sûr. La Ligue 1, ça va être compliqué. Je pense que l'équipe est peut-être un peu en sur-régime. Enfin, je l'espère pas, mais on va pas jouer comme ça 38 journées. Enfin, je serais très étonné. Sinon, on va jouer pour la Ligue des Champions si on continue comme ça. Et la gagner. Mais je pense qu'il faut doubler les postes, ce que le club a fait aujourd'hui. Donc, Fortes, ils vont encore revenir, je pense, parce qu'ils sont en 3 en défense. Grady a été aussi de temps à autre blessé. Avec Rado, je pense qu'on a 7 défenseurs centraux. Si je dis pas donc, à un moment donné, ils vont jouer, quoi. Et je pense que c'est aujourd'hui un peu la force du groupe, c'est que toutes les joueurs qui rentrent. Aujourd'hui, on sent pas une faiblesse particulière. On sent pas de différence. Voilà, ils ont l'air, ils ont l'air bien intégrés et sûrs de leur force, je pense. Puis en plus, c'est qu'avec le Covid, on n'est pas à l'abri d'avoir 1, 2, 3 joueurs d'un coup en dehors du terrain. Et c'est vrai que les postes sont plus que doublés pour certains. Et c'est vrai que c'est agréable de voir aussi l'état d'esprit là, où il y a juste eu Jonathan Klaus en début d'année où il a été positif. Depuis. On voit qu'ils sont très professionnels, en tout cas, c'est vrai. Tu parlais des postes qui étaient doublés, le poste de piston gauche est quadruplé. Assez invraisemblable. Avec 4, il y a des absents en ce moment, mais avec 4 joueurs qui ont pas pris le niveau, c'est assez bluffant. D'ailleurs, Aïdara qui va revenir
pour le prochain match. Greg, ton flop. Ouais, alors juste dire au-delà de ça que les suspensions, il y en aura, hein, parce Aussi. qu'il y en a déjà beaucoup de cartons. Faut pas penser que les 3 derrière ils vont pas bouger. Fatalement. Bah, Medina, il est pas loin là. Medina, il est tout proche. Il était déjà tout proche Ouais. d'ailleurs de prendre. On va dire que je parle toujours de Medina chaque semaine. C'est moi qui te lance un petit peu aussi. Ouais, t'aimes bien parce que Medina, moi je pense que c'est vraiment un super joueur. D'ailleurs, je voulais revenir techniquement, il fait notamment à un moment donné une passe de l'extérieur qui envoie Kakuta sur le centre. Et dans un ses défenseur interventions central, défensives, ouais. il a été Il a assez encore, je impressionnant. pense qu'il a vraiment, Ouais, ouais. il a encore passé un petit cap depuis. Présélectionné avec l'Argentine. hein. Voilà, Ouais, c'est important de le présélectionné, dire. tout à fait, tout à fait. Ça nous était pas arrivé depuis un siècle d'avoir un joueur présélectionné en Argentine. Ouais, c'est pas mal. Non, non. Fuertes, je pense. Alors Fuertes, je sais plus, Fuertes ouais, je sais l'a été. plus. Alors Esteban Fuertes l'a été bien longtemps après Lens, D'accord. mais il a été très tard. Je crois qu'il a eu sa première Ouais. sélection à 35 ans. C'est Diego Maradona qui lui avait donné la sélection. Esteban Fuertes, joueur du RC Lens en saison 2000-2001. Bravo. Ouais, tout ça pour dire que ouais, non, mon flop, c'est compliqué. En vrai, c'est très compliqué de trouver un flop dans ce match parce que je pense simplement, c'est plutôt généralement ce moment de déconcentration qui vient fatalement depuis Ouais. le début je crois que Lens, il y a certainement que le match contre Dijon, de souvenir, le match contre Dijon ou le match contre Paris où Lens n'a pas pris de but, alors que cette équipe elle est très rarement en difficulté dans le jeu. Alors il y a certainement une forme aussi de fatigue, hein, parce que cette équipe elle donne beaucoup. Ouais. C'est par hasard si elle prend un but à Lorient à la 89e minute, si elle prend un but là en fin de match, si elle prend le deuxième but à Nice aussi à la 77e parce qu'il y a un moment peut-être de flottement et de fatigue. Et elle donne beaucoup, mais vraiment, c'est quand même hyper frustrant de gagner ces matchs pour le Racing Club de Lens d'un but. Il y avait au moins 3 buts d'écart entre les deux équipes samedi. Il y avait certainement plus d'un but d'écart à Lorient. Il y avait certainement la possibilité de gagner à Nice. Franchement, il va falloir vraiment que ça se canalise, et c'est vraiment l'axe de progression, notamment sur coup de pied arrêté. Je Et crois Lens que je a pris sais de un quoi but Chumé va parler. Alors de quoi je veux parler Des indices de buts. Exactement. Voilà. En fait, j'ai regardé ça. Moi, je suis très statistique. Et alors, je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les buts attendus ou Tu les peux expected expliquer, ouais, tu goals. peux expliquer. En fait, très concrètement, c'est la probabilité de chance de marquer quand un joueur tire de 5 mètres sur le côté gauche ou de 15 mètres sur le côté droit, etc. Par exemple, quand on tire un penalty, on a 85% de chance de marquer, globalement, par rapport à Sauf si c'est moi qui frappe, hein, je te le dis. on est pas là. avec Greg, c'est certainement un petit peu moins. Mais par rapport à l'historique de tous les pénaltys, etc. Et donc, en fait, à la fin du match, on regarde tous les tirs et on additionne les probabilités de marquer et ça donne un score en but attendu, un score en expected goals. Et le score en expected goals de Lens Bordeaux, c'était 3,09 pour Lens, donc ils auraient dû marquer entre guillemets 3 buts, et je crois que 0,38 pour Bordeaux. Ouais. Donc en fait, le score entre guillemets logique aurait été de 3-0 pour Lens, ce qui était exactement le même score pour Nice-Lens, alors que le score expected goals de Nice-Lens c'était 0,3, donc 3-0 pour Lens. Et au final, ils ont quand même perdu. Mais donc, tout cela, ça montre véritablement la domination en termes notamment d'occasion pour le Racing. Et du coup, est-ce que... Ah Greg, tu voulais... Non, lancer non, un pas mot. du tout. Est-ce que le RC Lens va finir par être attendu? Là, clairement, on est Non. 4ème de Ligue 1 et personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Mais est-ce qu'on va finir par être attendu? Est-ce qu'il y aura des plans anti-Kakuta? Est-ce que vous voyez venir ça, par exemple? Je pense Greg, je pense juste que le plan anti-Kakuta, les équipes n'ont pas attendu de voir le Racing Club de Lens pour dire qu'il fallait réussir à canasser Kakuta. En revanche, on se souvient notamment en fin d'année dernière, quand ça roulait pour Philippe Montagnier, où son système était bien en place, où ils ont enchaîné victoire sur victoire jusqu'en décembre, grossièrement entre fin septembre et décembre. On s'est dit, bah voilà, cette équipe, elle a trouvé son système, sauf qu'à un moment donné, les équipes en face, elles ont compris comment il fallait cadenasser Michelin d'un côté, Aïdara de l'autre, jouer un peu bas et éviter de laisser des espaces dans leur dos. Et là, on a vu que c'était très difficile. Pour moi, le vrai espoir pour Lens de ne pas se faire, en tout cas enfermer dans un système, c'est Franck Hez. Moi, je l'ai vu vraiment changer des cours de match en N2. Alors, bien sûr, c'est de la N2, bien sûr, c'est des jeunes, bien sûr. Il faut voir les matchs de N2 aussi. Il faut aller voir les matchs de N2 pour voir comme c'est compliqué de jouer contre des papas de 30 ans avec des gamins de 17 qui se battent pour essayer de rivaliser physiquement. Mais lui, je l'ai vu changer des matchs au niveau tactique. Et je pense qu'il est en capacité, lui, de trouver la parade à une éventuelle parade, justement, des adversaires à venir. Voilà. Et une autre dimension peut-être de ce RC Lens, c'est qu'on est très basé sur le physique. Et ça, à un moment donné, n'importe quel plan de jeu ne peut pas contrer une équipe qui est bien physiquement. Est-ce que vous pensez ça? Quelqu'un veut intervenir là-dessus, peut-être? Je veux répondre, en fait, non pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue journalistique, d'un point de vue médiatique. En fait, si vous voulez, moi je travaille pour une radio nationale, et par exemple, je discutais de ça avec Hugo Georgel, donc l'attaché de presse du RC Lens après le match Lens-Paris. Quand Lens bat Paris,
c'est pas la victoire de Lens, c'est la défaite de Paris. Et là, pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est en train de prendre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a été quelque part très surpris déjà par le premier match de Lens à Nice. Tiens, on se dit, il joue pas mal en soi. Et puis en fait, là, pour la première fois, j'ai senti les collègues, alors pas forcément de la radio RTL, même si peut-être aussi, mais en tout cas les collègues qui travaillent pour les médias nationaux se dire, là, en fait, ce qui se passe à Lens, il faut commencer à surveiller. Je me souviens notamment d'une phrase de Régis Testelin de l'équipe qui mettait, voilà, si Lens gagne à Lorient 3 ou 4 jours après avoir battu Paris, il faudra commencer à surveiller. Et voilà, derrière, il y a encore un gros match. Et ça y est, là, j'ai envie de dire que les collègues, les confrères se disent, il se passe quelque chose à Lens. Alors nous, on n'a pas attendu pour évidemment se dire qu'il fallait suivre le RC Lens, mais je reviens évidemment à ce que dit Sam. Oui, on sent un changement de regard. Alors, nous, on en parlait ce matin dans la Voix des Sports. J'ai repris les déclarations de Patrick Vieira, de Christophe Pélissier, de Thomas Turel et de Jean-Louis Gasset, qui tous, quand tu prends les phrases, sont quand même assez bluffés par ce qui se passe. Ouais. Et oui. Il y a un changement de regard, je pense. Alors, des médias, c'est une chose, mais je pense que la Ligue 1 va commencer à vraiment sérieusement regarder comment évolue le RC Lens, parce qu'il n'y a pas une forme de... Il y a un petit sentiment de révolution quand même dans ce qui est en train de se passer ici, parce qu'on a très rarement vu des promus, en tout cas, jouer aussi crânement leur chance et aller jouer dans le camp adverse tout de suite en arrivant en Ligue 1. Et dominer, ouais. Et c'est peut-être un avantage justement que les équipes mettent pas le bus, parce qu'ils jouent pas le match de leur vie face à Lens, comme en Ligue 2 c'était souvent le cas. Où tu te fais prendre en compte. Châteaurouge était en déplacement quand on prend 3-0, je pense, à la mi-temps. C'est dur. Hein. C'est dur. Ouais, non, mais ça, c'est pas les. Et d'ailleurs, on loupe, je crois, même le 3-3. Et des matchs comme ça, je pense que sur les 10 dernières années, alors il y a des fois manque de qualité et d'envie peut-être à Lens, mais souvent tu tombes sur des équipes, même quand ils viennent à Lens, ils jouent le match de leur vie parce qu'il y a 30 000 personnes à Lens et que c'est le moment ou jamais pour eux de se faire voir. Et là, en Ligue 1, c'est sûrement plus ouvert. Et on n'est pas attendu parce qu'on est un promu avec des joueurs comme Badé qui est très jeune, qui fait pas peur. L'équipe fait pas vraiment peur sur le papier. Clair, c'est vrai. Mis à part Kakuta qui a peut-être un nom, ou Cahuzac qui ont de la bouteille en Ligue 1, mais sinon après Klaus personne connaît. Et toi, par exemple, Benjamin, parce que je rappelle que Benjamin habite à Paris, supporter de Lens habite à Paris. Comment tu as vécu justement cette victoire lensoise face au PSG? Est-ce que tu en parles à tes potes qui sont supporters du PSG? Est-ce que eux, dans leur regard, c'est juste il y avait des absents, vous avez eu la chance de votre vie? Ou alors tu sens qu'il y a une forme de respect quand même par rapport à ce qui se fait actuellement au Racing Club de Lens? Alors déjà, on n'a pas de problème avec les supporters du PSG, c'est la première chose. Ouais. Non, mais après, je pense qu'il faut prendre le résultat avec beaucoup d'objectivité et de recul. On a joué une équipe au bon moment, pour nous en tout cas, avec une équipe vachement diminuée. Et on a pris les 3 points et c'est tout ce qui compte, soit l'équipe B ou l'équipe C. En tout cas, aujourd'hui, c'est 41 points. Sans toucher le ballon. Il faut prendre les 41 points, peu importe comment. Mieux s'il y a du jeu, c'est sûr. Mais Paris, si on prend les 3 points, c'est 3 points qu'on n'aurait pas dû espérer, en tout cas en début d'année. Et c'est 3 points supplémentaires que prendront peut-être pas Brest, Metz ou Dijon, Strasbourg. Comme ça, en tout cas, pour l'instant, on est à 9 points et après 4 journées, Ignatius Ganago et Gaël Kakuta occupent la 2e place du classement des buteurs de Ligue 1 et la 1re place du classement des buteurs du RC Lens. On va donc pour le quiz, parce que c'était mon introduction au quiz. On va s'intéresser aux buteurs lensois avec une question simple mais compliquée. Quels joueurs terminèrent meilleurs buteurs du RC Lens lors de nos 10 dernières années en Ligue 1? Tu peux mettre la musique qui fait peur. Donc en Ligue 1. En Ligue 1 Ouais, en Ligue 1. Greg, pour commencer. J'avais commencé par Christian Lopez, j'avais pas compris Ligue 1. Voilà, t'aurais perdu. Voilà. Les 10 dernières saisons en Ligue 1. Ouais. Alors, faut pas que je me trompe. Daniel Cousin. C'est en 2005-2006, tu te souviens du nombre de buts? Ouais, j'aurais dit une quinzaine. 13. Ouais, j'allais dire 13, mais j'ai dit 15, je sais pas pourquoi. Tu restes dans le jeu en tout cas, Armel. Antoine Sibierski. Sibierski en 2002-2003, tu saurais dire le nombre de buts? Voilà. Non. 12. 12 pour Sibierski. Samuel. Daniel Moreira. Moreira donc en 2003-2004 et en 2001-2002. Donc 2003-2004 c'était 8 buts pour Daniel Moreira et 2001-2002 11 buts. Benjamin. J'avais envie de tenter Janutaka, mais j'ai un gros doute maintenant. C'est bien. 2004-2005, tu saurais dire le nombre de buts? Non, c'est 12. De toute façon, c'est 12 buts. C'est pas l'année où il met une retournée justement? Bon alors là, moi j'ai déjà ça sous les yeux. Greg. Probablement. Greg qui panique déjà. Bah non, mais on en a déjà sorti 4, ouais. Dont Daniel Moreira qui a 2 saisons, donc voilà. Ouais.
Il y a une année où il y a un doublé, voilà, je le dis. Une année où il y a une égalité, pardon. D'accord. J'ai un doute, mais je vais quand même tenter Johan Tousgar. C'est Johan Tousgar en 2014-2015, donc peut-être pas la meilleure saison de notre vie. Combien de buts? Alors Tousgar, grossièrement, j'aurais dit 8 ou 9. 8. Ouais. C'est 8. Armel. Tony Vérel. Là, on monte trop loin, Armel. Trop loin. Donc Armel, c'est perdu. Samuel. Parce que sinon Samuel l'aurait dit, il faut rappeler que Tony Vérel c'est le joueur phare de Samuel Domenech. Après, Isha Gassi là maintenant. Ah oui, c'est ça. Exactement. On remarque que les deux jouaient sur le côté gauche. Ouais. Tony, c'était un peu trop tôt. Alors, je vais tenter l'année d'après. Je vais tenter Pascal Nouma. Non, c'est encore. Là, on va trop loin. Samuel, c'est fini. Benjamin. Aruna Dindan. Dindan, ouais, en 2006-2007 avec 11 buts. Greg. C'est un duel, là. C'est un duel. Avec la capitale. Lance Paris se rejoue sous nos yeux. C'est la saison 2007-2008, on l'a pas dit, je crois. On l'a pas dit. Et ben, je vais tenter, je pense que je vais tenter. Alors, c'est pas Pierroni, ça c'est sûr. Non. Ça, c'est une certitude. Aruna Dindan, c'était quelle année, tu m'as dit? C'était 2006-2007. Alors, je vais tenter Olivier Monterrubio. C'est Monterrubio avec 8 buts. Benjamin. Ça devient chaud, Benjamin. Je te le On va cache pas se mentir. Je pense que Lens va gagner. Donc je vais dire, ouais, encore une fois. Tousgar, on l'a dit. On a dit Monterrubio. On a dit Dindan. Ah, les petits indices. L'année de Non, Dindan, il y mais c'est avait. pas possible, T'as pas moi de j'ai jamais Jussier le droit d'indice. T'as pas un Jussier? Ah non, je sais, n'a Non. pas été meilleur buteur, donc c'est perdu. Donc il reste quelle année? Est-ce que j'ai le droit de. Il reste 2010-2011. Alors c'est. C'était un joueur qui avait le total affolant de 5 buts. Et ben j'aurais dit Issam Gema. Issam Gema. 2009-2010, 10 buts. 2009-2010, 10 buts. Sortez avec une candidate de télé-réalité Oui. bien connue. De Touafilou Maoulida. bien Filou sûr. Maoulida. Bien En sûr. 2006-2007, à égalité avec Aruna Dindan, on avait un Sedou joueur. Keita, non Sedou Keita. Bien joué. sûr. 2005-2006, on l'a dit, Daniel Cousin, 13 buts. 2004-2005, Utaka. On a dit Morera. Sibierski, on l'a dit 2002-2003, bien on sûr. l'a dit. Voilà, c'était les. Donc je répète, Tousgar, Gema, Maolida, Monterrubio, Dindan, Keita, Cousin, Utaka, Morera, Sibierski et encore Morera sont donc les meilleurs buteurs lensois de ces 10 dernières saisons en Ligue 1. Je pense qu'encore une fois, il faut se remettre maintenant de ces émotions parce qu'on a eu Greg, tu es à nouveau le grand gagnant de ce quiz. On va faire une petite pause de 2-3 minutes et on revient juste après ça.
C'est le coup d'envoi de cette seconde mi-temps de ce 4e numéro de Culture Sang et Or. Alors dans cette deuxième mi-temps, nous allons largement nous intéresser à notre invité du jour, Armel Bévert, et responsable, on va dire, je vais un peu grossir le trait, responsable de la pelouse de Bollaert avec des hommes. Hein. T'es pas tout seul avec une petite tondeuse. J'ai surtout des collaborateurs qui travaillent sur la pelouse, et qui m'accompagnent. Et Armel qui, hors antenne, vient de m'apprendre quelque chose. Tous les terrains sont de la même taille strictement au centimètre près. Oui, enfin quand vous parlez des terrains de haut niveau, même on va dire entre guillemets de niveau inférieur, toutes les surfaces font 105 par 68. C'est la limite de jeu. Ce qui varie, ce sont les dégagements latérales et derrière les buts, en fonction du niveau de jeu. C'est juste ça. Donc si vous prenez, il y en a plein qui disaient sans arrêt le Camp Nou est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Non, et Highbury qui était tout petit, on disait avant. C'est 105 par 68. Okay. C'est une obligation FIFA et la Ligue professionnelle. Ben, vous avez déjà appris ça à ceux qui nous regardent à l'heure actuelle. Le RC Lens vient d'avoir une nouvelle pelouse, je me trompe pas? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pelouse? Alors c'est une pelouse en gazon naturel, renforcée avec des fibres synthétiques, qui est accompagné d'un système de chauffage. D'accord. Pour l'hiver, en fait, l'objectif d'une telle pelouse, c'est qu'elle pousse 12 mois dans l'année. Okay. L'hiver, il y avait déjà ça sur la pelouse précédente. Vous avez vu des rampes lumineuses qu'on appelle la luminothérapie. C'est pour apporter de la photosynthèse au gazon pour qu'il puisse pousser. Alors malheureusement sur l'autre pelouse il n'y avait pas de système de chauffage, donc arrivé. Il y en avait un qui marchait pas, non? C'est pas une vieille histoire comme ça? Ouais, c'est plutôt une soufflerie, elle existe toujours, on l'a d'ailleurs conservée dans les travaux qu'on a réalisés cette année. Ça permet de diffuser un peu d'air dans le sol, mais enfin c'était pas un système adapté, c'était en 99-2000 qu'on a refait le stade. Ouais. Voilà, c'était une soufflerie qui était censée tenir le sol à une certaine température, mais c'était pas un système de chauffage. Vous avez une tubulure qui propulsait de l'air et qui le propulse toujours parce qu'on l'a conservé, espacé tous les 2 mètres. Aujourd'hui, on a mis un système de chauffage, il y a 42 km de tuyaux. D'accord. Les tuyaux ils sont espacés tous les 20 cm. Donc le terrain, on va arriver à le garder en température au mois de décembre-janvier à 14 degrés. Vous allez l'accompagner de la luminothérapie, donc en décembre, janvier, février, le terrain va pousser comme au mois de juin, juillet, août. Donc c'est ce qui fait la différence, parce que si on arrive à le faire pousser, le gazon se régénère. Si vous jouez beaucoup de matchs sur un terrain, il se dégrade, le gazon en plein hiver il ne pousse plus, donc les trous qui ont été formés par les impacts des joueurs ou les tacles, bah, vous n'avez plus de gazon jusqu'au temps que la période de végétation reprenne. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Alors sur le stade Bollaert cette année, il a fallu tout évacuer parce que là c'est pareil, nous on vivait sur ce qui avait été fait à l'Euro 2016, fallait pas faire ces travaux-là. C'est combien de temps en moyenne qu'on garde une pelouse? Bah, ça dépend comment elle est faite et l'intensité de jeu qu'on y met. Aujourd'hui, la pelouse qui vient d'être faite au stade Bollaert, dans 15 ans, 20 ans, elle est toujours là. Hein. D'accord, ok. Alors après, il y a des clubs qui ont d'énormes moyens, style le PSG. Oui, d'ici tous les 3, 4, 5 ans, on retire tout et on refait. Alors quand on dit on retire tout, on retire pas tout jusqu'au fond, parce que ce qui a été fait, pour le coup, tout au fond, au niveau du fond de forme, ça va durer éternellement. D'ailleurs, nous, on a conservé une partie de la couche drainante qui avait été mise en 99, parce qu'elle fonctionnait toujours. Okay. On l'a testée, elle fonctionnait toujours, donc on est reparti de cette couche drainante. Couche drainante, c'est de la terre? Parce que je pose des questions de... Non, alors la constitution, on va partir d'en bas, c'est constitué d'une couche drainante de 15 cm qui est dans la norme. C'est un petit caillou qui a une granulométrie de 2 à 6 mm. Ces 15 cm de cailloux permettent, c'est un peu comme un bac Riviera, quand vous mettez une plante dedans, ça conserve l'eau. Ouais, en dessous de cette couche drainante, il y a donc un système de drainage, donc l'eau va pénétrer très rapidement dans cette couche drainante, et puis elle va s'évacuer avec le drainage. Et au-dessus de cette couche drainante continue, on a mis le système de chauffage qui est posé sur la couche drainante. Et après, on a 30 cm de substrat, essentiellement des sables. Alors il y a 18 cm de sable non amendé, entre guillemets, donc du sable pur. Pareil, un sable qui a une granulométrie très particulière, qu'on ne peut pas prendre n'importe où, il vient de Fontainebleau. Donc il y a 18 cm de sable pur, et au-dessus 12 cm de sable amendé.
Ce sable amendé, c'est le même que le sable pur en dessous, sauf que nous, on vient lui donner des éléments que le gazon, la graminée va pouvoir manger, en quelque sorte. Donc si on sème du gazon dans du sable pur, il se passe rien. C'est comme si vous jetez de la graine sur la plage, il se passe rien. Alors ces sables ont une caractéristique très particulière, c'est que plus on les arrose, plus il pleut, plus ils deviennent fermes. C'est un peu, encore une fois, comme à la plage, quand vous voyez la mer qui vient sur le sable est très très dur. Donc là, c'est un peu la particularité de ces sables. Et ce sont des substrats, pour le coup, avec l'amendement qu'on y apporte, qui sont très très poussants. Donc c'est ce qui engendre que le gazon il est toujours beau. Alors ça consomme un peu en eau, ça consomme un peu en engrais, parce que c'est très perméable. Donc aussitôt que l'eau tombe, elle traverse les différents substrats et on n'a jamais de stagnation d'eau dans le sol. Avant, on avait des terrains, ce qui était fait avant, c'était des terrains en terre-sable, avec 70% de sable, mais toujours 30% de terre végétale. La terre végétale a des caractéristiques avec des agrégats qui maintiennent l'eau. Donc, on a beau drainer, il y a toujours de l'eau qui reste dans le sol. Et qu'est-ce qui dégrade les terrains? C'est surtout le jeu l'hiver, et on joue l'hiver. Donc, quand vous avez un terrain en terre-sable, comme il y avait auparavant, que vous avez des gros tacles avec rien qui maintient le sol, ni fibre, ni quoi que ce soit, vos tacles font partir le gazon il ne repousse plus à l'hiver parce qu'il faut attendre la période de végétation, et le terrain, au fur et à mesure du temps, il se dégrade. Ça veut dire que Medina va pouvoir y aller là, il peut y aller. Franchement, de toute façon, vous avez pu le voir, on ne voit pas les tacles. C'est-à-dire que vous allez voir sur un tacle ou un joueur qui met un but, qui vient, qui fait les bras en l'air à genoux, vous allez voir une trace du gazon. Le match d'après, il n'y a plus de trace, c'est en fait juste le brin de gazon qui s'est couché et il va se redresser. Donc après, il faut quand même les entretenir correctement, parce que si vous n'apportez pas d'engrais et puis ce qu'il faut en eau, pas trop, pas en sur-régime ou trop peu, voilà, ça demande, c'est pour ça que c'est pas moi qui entretiens cette pelouse, ce sont mes techniciens, j'ai pas cette compétence. Donc un terrain comme celui-là qui est bien entretenu, il ne va plus bouger. Alors pour finir sur la construction, ce terrain, quand on a mis les 18 cm plus les 12 amendés, on a une entreprise co-traitante à la nôtre qui est hollandaise, qui sont venus tufter, c'est le terme technique, ils sont venus tufter des fibres synthétiques dans le sol. Parce que ces sables, on peut jouer sur des terrains comme ça, mais si vous ne les renforcez pas en fibres synthétiques, ils vont tenir, si vous les arrosez abondamment, mais évidemment, comme il n'y a pas les fibres qui maintiennent le substrat, de temps en temps, sur un gros tacle, ça va se voir. Tandis que là, avec les fibres synthétiques, ce qu'on appelle ces terrains hybrides, vous n'avez plus de problème. Le terrain, il est complètement stable et il n'y aura plus jamais de problème. Ce qu'on fait tous les ans par rapport à ces terrains, c'est qu'on a des machines qui les scalpent, c'est-à-dire qu'on retire 1 cm, 1,5 cm du couvert végétal. Ça permet de lutter contre le pâturin, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se baladent, qui amènent des graines de graminées qu'on n'utilise pas dans le sport. Et du coup, le fait de scalper ce terrain tous les ans, on va le ressemer aussitôt qu'on l'a scalpé, c'est-à-dire qu'on le met à nu, il reste que les fibres synthétiques qui vont dépasser du sol, on le ressème et 6 semaines après, on rejoue sur un terrain qui est entièrement neuf. Okay. Samuel qui avait une question. Deux petites questions. La première, c'est sur vous parlez du système de chauffage. Est-ce que très concrètement, ça veut dire que voilà, le risque de voir un match au courant janvier ou février être reporté n'existe plus? C'est complètement impossible. On ne pourra pas. On a eu un match remis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus très bien. Contre Sochaux. Voilà, où l'arbitre, c'est plutôt l'arbitre qui n'a pas voulu jouer. D'ailleurs, à cette époque-là, je participais à un séminaire avec le club pour les valeurs du club et j'étais appelé par Arnaud Pou. Ils m'ont dit il y a un problème, l'arbitre il ne veut pas jouer. En effet, à 18h30, je descends sur la pelouse, il y avait 1,5 cm d'eau. Parce que le travail pour l'Euro 2016 n'avait pas été fait correctement. C'était vraiment injouable, parce que moi je me souviens que c'était... Alors à 18h30, c'est injouable parce qu'il y a 1,5 cm d'eau sur le terrain. Sauf que moi j'ai rapatrié mes salariés pour dire il faut venir piquer, parce qu'on a essayé avec une fourche. Le fait de percer cette couche de plaquage qui avait été mise à l'époque sur un sable pur en dessous, le fait de percer, on voyait l'eau qui s'infiltrait. Donc on est venu à plusieurs salariés, j'ai fait venir une dizaine de personnes, puis on a piqué le terrain.
à 9h moins le quart, quand j'ai quitté le stade, je suis retourné sur la pelouse, on pouvait jouer. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui ce phénomène ne peut plus arriver, à moins qu'il tombe je sais pas, une météorite en plein milieu de Bollaert. Même en plein hiver, on va jouer. Quoi. On se souvient aussi, je me souviens à la fin des années 90, de temps en temps, le stade était une patinoire. Bollaert, c'était une patinoire. Quand ça gelait. Ouais, quand ça gelait. Ouais, tout à fait, ça existait. Bon, on a d'ailleurs eu de mémoire un match remis contre Nantes, où il est tombé une gelée, le terrain était gelé, il est tombé une petite pluie, puis c'est devenu complètement verglacé, et on n'a pas pu jouer le match. Il y a eu un Lens-Sedan aussi. Ça c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, alors après c'est toujours par rapport aux moyens du club, si le club a beaucoup de moyens, on va pouvoir chauffer beaucoup le terrain. Qui dit chauffer beaucoup va demander un peu d'argent, parce qu'il faut faire fonctionner la chaudière. Est-ce que chauffer beaucoup dit également pollution? Alors, ou pas ici ça va être lié... Comment on chauffe? Aujourd'hui, la chaudière est sous la tribune Le Pagno. On a dû transpercer la tribune Le Pagno. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est une chaudière électrique. Je dis pour l'instant, parce qu'il y a des travaux qui vont être faits sur le parking Bollaert. Ils vont peut-être amener le gaz. Et après, le club est en train de réfléchir, mais on n'a pas pu tout faire en une intersaison. Il existe des chaudières au pellet, même pour des surfaces comme celle-là. Donc le club est en train aussi de réfléchir par rapport à ça, parce que tout le monde doit s'y mettre. Il y avait un contrat de sponsoring avec une entreprise qui faisait du chauffage au bois, non Pelé, ouais. Hein Pelé, ouais. Je me trompe pas, hein Ouais, Ça commençait par un I, ça finissait par Exact, Victa. donc aujourd'hui, vous aurez toujours des matchs de réalisés sur cette pelouse, parce que justement, elle va être chauffée. Donc le sol va être chauffé entre 10 et 14 degrés en plein hiver. Et puis la luminothérapie va amener la luminosité nécessaire, et le gazon va continuer à pousser. Et deux petites questions pour finir. Est-ce qu'il y a une différence entre les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 ou pas du tout? Alors il n'y en a pas, il y a plus de moyens en Ligue 1 Ouais. qu'en Ligue 2, ça c'est la petite différence. Alors on va me dire, il faut des moyens pour entretenir une pelouse, oui, il faut quand même des moyens. Je vais vous parler, entre guillemets, j'entretenais la pelouse, je l'entretiens toujours de l'Amiens SC, c'est un club qui n'avait pas beaucoup de moyens. Le premier mois, on a mis la lumino 24-24, comme au PSG. PSG, c'est 24-24. Alors PSG, ils mettent la lumino sur un demi-terrain. À Amiens, il y avait 3 rampes. La facture d'Elec, c'était 95 000 €. Donc le président Lebar a dit non, mais on ne peut pas mettre l'électricité 24-24 ici à Amiens, c'est pas possible. Donc il nous a autorisé à mettre la lumino de 23h à 6h du matin, pendant les heures creuses. Ce que je comprends. Hein. Après, on a le même classement des pelouses. Alors à cette époque-là, on était PSG était C'est pour ça premier. que Kakuta nous a coûté si cher. Là, on est en train de réaliser tout ça. Amiens était deuxième au classement des pelouses. Mais le classement des pelouses, qui a une grosse importance, parce qu'il y a la licence club, et dans la licence club, il y a le classement des pelouses. Qui dit licence club, il faut un certain nombre de choses pour toucher les droits TV. Donc plus vous avez de points dans votre licence club, plus vous touchez de droits TV. D'accord, ok. C'est comme ça qu'ils ont réussi, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, à avoir des pelouses beaucoup plus correctes. Quand vous regardez des images aujourd'hui, il y a même encore 10 ans de matchs référence, en plein hiver, les pelouses, on dit mais c'est quoi ce terrain? Mais avant, elles étaient toutes comme ça, les pelouses. On peut dire qu'aujourd'hui, les pelouses sont quand même vachement améliorées. Donc, pour revenir à ma petite histoire d'Amiens PSG, parce que c'est aussi nos salariés qui entretiennent au PSG, la pelouse du PSG, en plein mois de janvier, elle pousse 1 cm tous les jours. D'accord? À Amiens, pendant cette période-là, je prenais 1,5 cm de pouce en 10 jours. Ouais. Donc on se rend compte que ça ne se régénère pas de la même manière. Donc plus on a de moyens, évidemment, plus on arrive à avoir des belles pelouses. C'est la petite différence Ligue 1, Ligue 2, mais par rapport au classement, il n'y en a pas. C'est les mêmes règlements. J'avais une question de quelqu'un d'ici même qui m'a posé une question très intéressante que tout supporter de foot s'est déjà posé dans sa vie. Comment on fait les petits traits là? C'est tout simple. C'est tout simple et tout bête. En fait, on utilise des tondeuses qu'on appelle hélicoïdales. Ce sont des cylindres qui tondent. Et quand la pelouse est claire, c'est que la tondeuse a été de l'endroit où on se trouve vers au loin, quoi. Et quand elle est foncée, c'est le retour. Donc en fait, c'est juste la tondeuse qui est passée dans un sens ou dans un autre. Donc c'est la pelouse et le brin de gazon qui est penché différemment. Et plus vous avez de soleil ou plus vous avez de lumière, plus ça se voit. D'accord, ok. Ça a sauvé pas mal. Alors il y a certains stades où ils passent du temps à faire des dessins. Je peux vous jurer que ça prend un temps, mais invraisemblable. Ouais. Après, quand on passe la tondeuse, on met un cordeau, quoi. On met une ficelle. Un cordeau, c'est une ficelle. On met une ficelle parce qu'on ne peut pas le faire à l'œil nu, quoi. Si, on pourrait le faire, mais là, c'est un terrain d'une petite commune. Donc pour les stades de Ligue 1, alors les bandes sont assez larges, les arbitres aiment ça. À une époque, on tondait en rond.
autour du rond central. Alors ça c'était facile parce qu'il fallait suivre le cercle, mais les arbitres n'aiment pas ça, ils préfèrent avoir les lignes. Et puis sans la VAR, ça a aidé aussi pour voir si il y avait un hors-jeu ou non. Mais là pour le coup il n'y a pas trop de règlements, on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Ils nous inventent un peu des règlements, ils mettent un peu la pression pour qu'on tombe droit, mais voilà, il n'existe pas grand chose dans ce domaine. Et une dernière question, Armel, qui n'a rien à voir avec les pelouses. On m'a soufflé à l'oreille que vous avez un lien avec l'équipe de France. Vous étiez un supporter iconique de l'équipe de France, et pourquoi? Je croyais qu'il était gardien de l'équipe de France en 98, moi, quand j'ai vu arriver. Ouais, ça n'a rien à voir avec le Racing Club de Lens, mais bon, moi je suis passionné de football, donc en dehors de travailler pour le club et d'être supporter de Lens depuis de nombreuses années, parce que j'ai travaillé pour le club comme prestataire de service, mais pas depuis longtemps, depuis 99. J'ai fait mes premiers matchs tout petit avec mon frère qui avait 12 ans de plus que moi, qui m'a emmené. J'étais originaire de Maubeuge et voilà, je suis arrivé là. Et donc en dehors de ça, passionné de foot et du coup de l'équipe de France, quoi. Donc pour pas parler trop de ça parce que ça ne concerne pas Lens, on a une petite association où on suit l'équipe de France de foot, surtout à l'extérieur. Je suis allé voir l'équipe de France dans 26 pays. Donc c'est une façon comme une autre d'avoir des loisirs. Il y en a qui vont à la pêche, qui vont à la chasse. Nous, on va au foot. Donc, on allait dans des pays improbables qu'on retournera sûrement plus jamais. Mais tu t'habilles de manière improbable aussi, non? Comme. Alors, Allez, la Moldavie, il y a des choses vraiment improbables. La Biélorussie et compagnie. Enfin, voilà. Alors, la particularité, c'est qu'on est déguisé dans notre association en Jean Bart. Donc c'est un peu un costume de mousquetaire. Donc Jean Bart, célèbre corsaire d'un carquois. Est-ce qu'on s'est vu au Brésil en 2014? Sûrement, oui. Donc moi j'ai fait 6 Coupes du Monde. Je m'apprêtais à faire mon 6e Euro. Je le ferai en juin l'année prochaine. J'étais dans 26 pays. J'ai fait plus de 150 matchs de l'équipe de France. Et on est déguisé. Alors pourquoi ce déguisement? On va dire c'est quoi ce déguisement de clown? Il date de 2002 parce qu'on est parti à la Coupe du Monde en Corée. Avec Francis Lalanne. Alors on n'était pas avec lui, mais il nous a suivis beaucoup. Et donc, comme on est parti, qu'on est d'un carquois, on a dit on va faire 13 000 km pour l'équipe de France, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on nous voit, quoi. Et étant de Dunkerque, où j'habite toujours, enfin un petit village en dessous de Dunkerque, on a dit qu'est-ce qui peut nous représenter le plus? C'est notre célèbre corsaire, donc Jean Bart. Donc on s'est fait faire par un CCAS un costume de mousquetaire qui en fait représente Jean Bart là où on vit et qui est plein de couleurs. Alors ça c'est un peu lié aussi au carnaval parce qu'on aime se déguiser. On partait en Corée, on a dit est-ce qu'on prend notre costume de carnaval? C'est plutôt un costume de femme, on est en robe. Donc on a dit, bon, on ne sait pas comment les Coréens vont le prendre, alors on va plutôt faire un costume de Jean Bart. Et puis c'est resté depuis, et puis d'année en année, voilà, on va partout, on fait toutes les Coupes du Monde. Et du coup, on passe un peu à la télé. Ouais, voilà. Je crois qu'on s'est vu pour le France-Nigeria, 8e de finale à Brasilia. C'est ça, tout à fait, j'y étais moi. Alors pour le coup, j'étais que tout seul parce que mes compères étaient rentrés. Ça me revient. Est-ce que tu étais déguisé en mousquetaire aussi? Ça m'intéresse pas déguisé en mousquetaire, mais je t'avais pas reconnu, parce que je vais te tutoyer maintenant. Ouais, complètement. Parce que tu es venu dans le studio sans ton chapeau. C'est ça, ouais. Voilà. C'est ça, Culture Sans Erreur, hein. On crée des liens avec des personnes qui sont connues dans des endroits déguisés. Moment émotion quand même. Greg et moi, on se connaissait depuis longtemps dans des caves, mais pour d'autres raisons. On était déguisés aussi. On n'en parlera pas maintenant. On va plutôt parler de Nîmes-Lens. Nîmes-Lens, le prochain match qui nous attend dimanche. Alors, on va pas inventer ce qui va se passer dans ce match, mais Nîmes, pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 1 assidûment, c'est dans le Gard. C'est dans le Gard, voilà. C'est une équipe qui a démarré pied au plancher, hein, en mettant un 4-0 à Brest au premier match. Et depuis, ils n'ont récolté que 1 point. C'était ce week-end face à Lyon. Donc 4 points, mais avec un gros calendrier. Qu'est-ce que vous attendez de ce match Nîmes-Lens? Peut-être Samuel pour commencer? Ce que j'attends, c'est que les Lensois poursuivent sur leur lancée en fait. Je pense que si les Lensois réussissent à garder ce niveau de jeu, cette intensité, ils pourront envisager de prendre un point ou mieux. Après, simplement par rapport à cette équipe de Nîmes, elle est complètement quelque part insaisissable parce que je regardais justement les performances récentes. Ils ont en fait leur match de préparation, c'est donc 4 matchs de préparation, 3 défaites, 1 nul. Derrière, ils ont pris avec un gros succès 4-0. On se dit qu'ils vont peut-être enchaîner, ils perdent 2 fois, ils prennent 4 buts à domicile, et après ils vont à Lyon, ils font 0-0, enfin quelque chose d'absolument illisible. Et 2 paramètres qui vont rendre peut-être le pronostic, je sais que Greg est excellent en pronostic, mais encore plus compliqué. J'ai fait 0 sur 4 pour l'instant. Je sais bien, c'est qu'ils sont sur le point de vendre leurs 2, enfin il y a Ferrat également qui joue ailier droit, qui est un très bon joueur, mais leurs 2 autres attaquants de pointe, donc l'équipe va être renouvelée. Ouais. Donc pour moi c'est impronosticable pour le coup.
Puis sans le public des Costières aussi. Qui est un peu lâche quand même, un peu lâche Samuel Duhamel quand même. Hein. Ouais, Prends pas de risque, c'est impronosticable. D'accord, donc on fait des pronostics, mais c'est impronosticable. S'engage pas. Non, s'engage pas, prends pas de risque. C'est ce qu'on dit des journalistes de manière générale. Oui, c'est vrai. Benjamin, c'est pas vrai, bien évidemment. Je défendrai le journaliste jusqu'à Vu maintenant. ce que montre Lens depuis le début de la saison, le match de Bordeaux, avec je crois 17 frappes, si je dis pas de bêtises, je pense qu'à Nîmes on peut espérer les 3 points. Et puis ouais, effectivement, les Costières c'est assez chaud je trouve comme stade, une belle ambiance à chaque fois, bien familiale, bien chaude aussi, et pas forcément évident d'y évoluer. Donc je pense que ouais, il y a moyen en plus avec des joueurs susceptibles de partir, je pense qu'il y a moyen d'aller prendre clairement les 3 points dans le Gard. C'est ce que tu vises les 3 points, Armel. Ouais. Bah, moi aussi. Enfin, après un début de saison comme celui-là, ça reste un concurrent direct. On aura un peu de mal de prendre une défaite là-bas. Après, voilà, en Ligue 1, on ne joue pas contre des chèvres. Donc, moi je dis si on fait déjà un nul, on va le prendre un peu avec déception, mais ça sera déjà pas mal. Sur les 2 matchs qui arrivent, si on prend 4 points, voilà, on va pas gagner tous les matchs. Hein. Ouais, mais bon, ça pour le coup, c'est un concurrent direct, donc il faut surtout pas perdre, je pense. Greg ? Ouais, bah, ce qu'on peut attendre de ce match. Déjà, on va voir parce que évidemment les équipes, comme on le disait tout à l'heure, vont commencer à craindre un peu le Racing Club de Lens, je pense. Vont moins peut-être la regarder de haut. Alors, je pense que Nîmes n'aurait pas regardé le RC Lens de haut de toute façon, mais on va voir si cette équipe va justement éviter ce qu'a fait Bordeaux, c'est-à-dire essayer de jouer haut. Jean-Luc Gasset disait lui. J'étais surpris parce que j'étais venu avec 2 attaquants, j'étais venu pour attaquer, puis on a été battu dans tous les registres. Bon, voilà. Donc déjà, c'est la première interrogation, elle est là. Et la deuxième, c'est de savoir comment va gérer le RC Lens, cette forme d'enflammade générale autour de lui. Franck Hez va-t-il réussir justement à canaliser cet excès en interne? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des cadres, on voit tout de suite à chaque match, tout de suite ça se remet au travail. Et nous, on le voit bien dans notre boulot, hein, c'est-à-dire qu'on sent vraiment il y a un état d'esprit qui se dégage. Attention. On l'a vu avec Kylian Analyse la semaine dernière qui expliquait un certain pragmatisme. Tout à fait, exactement. Ils sont tournés directement dans le. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Ils se sont tournés rapidement vers Nîmes, je pense, même si là ils ont eu 2 jours de repos. Ils sont au repos ce soir et ils reprennent l'entraînement demain matin. Mais c'est quand même une interrogation parce que c'est pas un match c'est un match un peu moins clinquant que Bordeaux ou Paris à jouer, et c'est un match comme le disait Armel qui est très 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 important parce que c'est un vrai concurrent. Voilà. Alors on passe au pronostic, hein, je pense. C'est impronosticable apparemment d'après Samuel Duhamel. Mais on n'a plus le droit de jouer, alors c'est interdit désormais. Il va falloir s'y mettre. Greg, qu'est-ce que tu pronostiques sur ce match? Alors moi je suis très très bon au pronostic, vous l'avez bien souligné. La semaine dernière j'avais dit un partout à Lorient, j'avais dit un partout aussi contre Bordeaux. Je prends pas trop de risques en vrai. Je te le dis pas Greg, mais je le dis, voilà, c'est la fin d'émission. Sur l'appli du RC Lens, on peut pronostiquer nous. Donc en tant que supporter, on peut pronostiquer les résultats. J'ai 0 pour l'instant depuis le début, donc en fait je partage ta peine. D'accord, ouais, bah écoute, moi non, j'estime vraiment que un match nul serait un très bon résultat. C'est-à-dire que tu casses pas la dynamique et que en plus, encore une fois, tu laisses un concurrent assez loin. Mais je pense vraiment que ça va être compliqué et je tablerai sur une victoire du Nîmes Olympique, 1-0 après beaucoup d'occasions manquées par le RC Lens. D'accord, ok, 1-0 pour Nîmes. Espérons que tu aies encore tort. Armel. Moi je pense 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Samuel? J'en sais rien du tout. Non, c'est impronosticable, il vous a dit. Je pense que Lens va marquer. Et que Nîmes marquera peut-être. Alors voilà, ça c'est un pronostic. Et que Nîmes ne marquera pas. Allez, je dirais 0-1 pour Lens. Allez, voilà, Benjamin. 0-2. Eh ben, on va espérer que la personne à ma droite se trompe. En tout cas, on a passé un bon moment tous ensemble. Je vais vous remercier encore une fois d'être venu. Greg, à nouveau. Ouais, non, juste un petit mot pour finir, je suis désolé. J'entendais tout à l'heure Armel qui parlait de Maubeuge. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait Thierry Louvet, qui était président de la section de Sarpoterie, Sarre et Or, qui était quelqu'un de passionné par le Racing Club de Lens, qui nous a quittés il y a quelques temps. Et moi, j'ai vécu cette jeunesse. Je sais ce qu'il a fait pour ce club, comment il en était amoureux. Il est parti il y a quelques semaines, et moi, ça m'a profondément touché. Donc voilà, je voulais juste le dire parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, en tout cas dans la Sambre Avesnois, pour le Racing Club de Lens, et pour permettre à beaucoup de gens d'aller suivre ce club partout en Europe. Voilà, donc c'est l'occasion d'une pensée pour lui et pour sa famille. Voilà, on pense à lui, on pense à sa famille. On vous remercie encore une fois d'écouter Culture Sang et Or. On vous le dit, vous pouvez l'écouter évidemment en podcast. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission en direct, parlez-en autour de vous. Nos écoutes augmentent de numéro en numéro. On espère vraiment que le rendez-vous va s'installer. Greg, encore merci d'être venu. Armel, merci. Samuel, merci. Benjamin, merci. Au revoir. On remercie tous les gens qui permettent de faire cette émission. Mathieu et Baptiste notamment.
On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec 3 points, en tout cas pas d'après Greg, mais peut-être avec 3 points, on en reparlera hein, Greg la semaine prochaine. On vous dit encore une fois merci, et je vais dire quelque chose pour terminer l'émission, une formulation qui est un petit peu, voilà, touchy comme ça, mais allez lance.